Ça marche. Parfait. Bon. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. On va donc parler du test d'effort cardio-respiratoire dans les cardiopathies congénitales, avec un focus sur la pédiatrie. Et pour démarrer le sujet, on va regarder un peu ce qu'a fait la cardiologie adulte sur l'utilisation de ce test d'effort. Et en fait, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle l'a dit dans les années 80, qu'évaluer en termes de pronostic un patient par des exercices, des examens fonctionnels à l'effort, eh bien, ça reflétait beaucoup plus l'impact de cette maladie chronique sur leur qualité de vie, sur leur pronostic, qu'un examen au repos. Et c'est comme ça qu'est arrivée toute la recherche clinique sur les examens à l'effort. Alors, pas du tout en cardiopédiatrie au démarrage, hein, ça s'est fait beaucoup dans les maladies, soit les BPCO, soit l'insuffisance cardiaque de l'adulte. Et c'est comme ça que la VO2 est arrivée depuis les années 80-90 dans des essais cliniques où c'était utilisé comme critère de jugement. Donc vraiment, c'est parti de là. Et donc aujourd'hui, en cardiologie adulte, on est en train de remplacer très progressivement. Je parle pas de la cardiologie congénitale, hein, même en cardiologie adulte non congénitale, on est en train de remplacer le test d'effort électrique simple par un test d'effort cardio-respiratoire avec donc en particulier la mesure de la VO2. Et aujourd'hui, dans l'insuffisance cardiaque ischémique de l'adulte, l'imagerie et les tests d'effort cardio-respiratoire, c'est finalement les deux examens les plus complémentaires pour évaluer la gravité de la pathologie, le pronostic, etc. C'est vraiment un peu comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui, et c'est ce que les dernières recommandations de l'ESC ont mis en avant. Vraiment, c'est quelque chose qui est devenu très important. Et donc, quand on regarde le test d'effort comme un examen qui va évaluer justement ce pronostic de l'insuffisance cardiaque et être une évaluation indirecte de la qualité de vie, il y a une étude qui a été publiée dans les années 2010 qui est très importante, qui est une étude en population générale, qui a conclu que une diminution de plus de 3 millilitres km de VO2 est un indicateur, un prédicteur de toute cause de mortalité et morbidité cardiovasculaire chez les hommes sains et les femmes saines. Voilà. 3,5 millilitres km, c'est pas tant que ça en fait, hein. Et donc c'est vraiment devenu un critère de jugement pronostic très très important, un paramètre pronostic très important. Donc aujourd'hui, si on sort de l'insuffisance cardiaque de l'adulte, on s'aperçoit que même dans les cardiopathies congénitales de l'adulte, donc les ACHD, c'est l'acronyme cardiopathie congénitale à l'âge adulte, c'est aussi un facteur majeur indépendant du risque cardiovasculaire. C'est fortement corrélé à la NYHA et c'est fortement corrélé à la qualité de vie liée à la santé. Donc ça, c'est vraiment la VO2 max. La VO2 max, c'est le gold standard comme facteur pronostic. Il y a aussi d'autres facteurs que la VO2 qui sont mesurés par un test d'effort cardio-respiratoire. Et aujourd'hui, il y en a 3 qui sont en train un petit peu de sortir du lot. C'est des critères qui sont plutôt sous-maximaux. Quand on n'arrive pas à avoir un test d'effort maximal, on va utiliser des facteurs qui s'appellent des surrogates, c'est-à-dire des critères de jugement qui ne sont pas le gold standard, mais qui sont des paramètres qui vont être importants aussi. Et donc, il y a la pente VE sur VCO2, qui s'appelle l'efficience ventilatoire, qui est devenue un paramètre pronostic aussi dans l'insuffisance cardiaque de l'adulte. Il y a le premier seuil ventilatoire, ou VAT en anglais. Et puis, il y a un troisième, qui est que je vous montrerai dans son calcul, qui s'appelle l'OUES, Oxygen Uptake Efficiency Slope, et qui est un paramètre de linéarisation de la VO2 à partir de formules logarithmiques, et en fait, qui est un paramètre sous-maximal quand on n'arrive pas à avoir la VO2 max. Donc voilà, ce qu'on retient aujourd'hui de la cardiologie adulte avant de rentrer dans le sujet de la cardiopédiatrie, c'est ça. Voilà, c'est vraiment un grand résumé. Et je vous ai mis les articles principaux qui parlent de ça sur le drive du DU. Donc vous aurez, si vraiment le sujet vous intéresse, vous aurez de quoi vous faire plaisir. Et donc, comment on va mesurer cette VO2 ? Donc je vous rappelle que la VO2, c'est d'après l'équation de Fick, le produit du volume d'éjection systolique de la fréquence cardiaque et la différence de contenu artério-veineux en oxygène.
et que c'est vraiment le déterminant principal de la capacité physique aérobie et de facteur pronostic dans la majorité des maladies chroniques. Et donc, les principaux déterminants de cette VO2, qui va monter progressivement avec la charge en watts du test d'effort, ça sera la fonction cardiaque, ça sera la fonction respiratoire, ça sera les muscles, ça sera le métabolisme, et puis ça sera aussi des facteurs qui sont liés vraiment au patient de type anthropométrique, l'âge, le sexe et l'IMC. Quand on fait un test d'effort, vous voyez que en rouge, la VO2 va monter, plus la charge va monter. Et puis, à un moment donné, cette VO2 ne montera plus. C'est ce qu'on appelle le plateau de VO2. Et c'est ce plateau de VO2 qu'on appelle VO2 max. Quand on n'a pas de plateau, qu'on a juste un pic, on l'appelle VO2 pic. Et dans beaucoup de maladies graves, l'insuffisance cardiaque avancée, le ventricule unique, le VD systémique ou la pédiatrie, on a rarement un plateau, on a souvent un pic. Et ben, on se contente du pic, qui est aussi un facteur pronostic tout aussi important que la VO2 max. Et donc, maintenant qu'on a vu ça, c'est est-ce qu'on peut déployer cet examen à la population pédiatrique? Quelles sont les indications? Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il y a des risques à faire cet examen? Est-ce que c'est totalement fiable? Et puisqu'il y a des valeurs pronostiques. Et donc, les indications du test d'effort cardio-respiratoire dans la population pédiatrique, qui sont finalement assez liées à ce qu'on fait chez l'adulte, ça va être en population générale les symptômes qui vont être liés à l'effort, donc la dyspnée, les palpitations, la syncope. Il y a aussi les pathologies respiratoires, où on va faire de la VO2 chez l'enfant. Les maladies cardiaques, ça sera essentiellement les cardiopathies congénitales et éventuellement certaines arythmies. L'évaluation du degré de déconditionnement avant un programme de réhabilitation, le certificat de sport. Alors, je ne vais pas faire de focus sur le certificat de sport, mais actuellement, il n'y a pas besoin de faire un test d'effort pour faire un certificat de sport. Mais si votre bilan de base, l'examen clinique, les facteurs de risque, l'antécédent de mort subite dans la famille, un ECG anormal, arrive au bilan de préaptitude au sport de compétition, évidemment, vous pouvez être amené dans ce cadre-là à faire un test d'effort. Mais le test d'effort n'est aujourd'hui dans les recommandations pas un examen de première ligne dans le bilan d'aptitude au sport. Et puis les autres maladies chroniques qui peuvent impliquer la fonction cardiaque, par exemple, les maladies oncologiques, etc. Alors, c'est comment un laboratoire de test d'effort? Vous devez avoir un cyclo-ergomètre. Certains utilisent des tapis roulants. C'est vrai que quand on fait beaucoup de recherches sur le sujet, on essaie d'homogénéiser les pratiques. Donc, la plupart des labos, ils utilisent des vélos. Chez un enfant, on peut faire un test d'effort à partir d'1,20 m. Il faut un masque facial. Ça peut être aussi un embout buccal, mais chez un enfant, c'est compliqué. Une machine qui va vous analyser les gaz après calibration. Un ECG en continu, un oxymètre de pouls, une mesure de la tension. Et puis, avant un test d'effort, on fait toujours au minimum une spirométrie avec une courbe débit-volume pour mesurer les débits respiratoires. Le staff qui doit être présent sur un laboratoire de test d'effort, c'est un technicien formé. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Parce que si le technicien n'est pas habitué à des populations particulières, donc des congénitaux ou des enfants, on va avoir très fréquemment des tests d'effort qui vont être sous-maximaux. Il faut vraiment pousser le patient au maximum de ce qu'il peut. Et donc, ça demande à ce que votre équipe soit particulièrement entraînée. Un médecin formé, évidemment, à ce genre d'examen, un endroit aéré, etc. Et puis, le matériel d'urgence, en sachant que dans toute la littérature, l'examen de type test d'effort, c'est un examen qui est considéré comme presque sans risque, en fait. Si on respecte bien les contre-indications, et si on s'entoure de compétences correctes pour ce laboratoire, c'est un examen où il y a très très peu d'incidents sur toutes les études qui ont été publiées sur des cohortes assez conséquentes. En général, on arrête le test d'effort avant d'avoir un accident. En pédiatrie, le seul accident qu'on peut avoir, c'est le coup de frein vagal en récupération avec l'enfant qui tombe du vélo et qui tape la tête, ce qui est quand même pas très élégant. Donc voilà, donc à gauche vous avez un tapis, à droite vous avez un vélo. Vous vous adaptez au laboratoire où vous êtes, en sachant que si vous utilisez le tapis, ça va solliciter plus de muscles, donc les VO2 vont être supérieurs. Et donc voilà un type de protocole. Alors il y en a plusieurs, mais la plupart des protocoles, ils utilisent ce type de protocole par incrémentation en watts
du test d'effort toutes les minutes ou toutes les 2 minutes par des paliers fixes. C'est ce qu'on appelle une épreuve d'effort triangulaire. Au début, vous avez une période d'échauffement qui dure 3 minutes. Vous vérifiez que vos gaz au repos et en début d'échauffement sont bien les valeurs que vous attendriez à avoir. Et puis après, vous montez alors chez les enfants, on fait plutôt toutes les minutes parce que sinon ça dure trop longtemps pour un enfant pour garder sa concentration et sa motivation surtout. Et donc il y a des paliers de 10, de 15, de 20 watts en majorité. Après, on peut faire plus que 20 watts chez un grand sportif. Et puis une fois qu'on a qu'on a obtenu le test d'effort maximal, on a une période de récupération qui est d'abord une récupération active où le patient continue de pédaler avec une certaine puissance pour ne pas faire ce coup de frein vagal. Et enfin, la récupération passive, où le malade est complètement branché, il arrête de pédaler, mais il reste encore branché pour qu'on vérifie le CG, les tensions, etc. Donc, on dit que chez un enfant, ça ne va pas durer plus que 10-15 minutes, quoi. En gros, si vous êtes à plus que 15 minutes, c'est que votre protocole n'était pas bien fait. Si votre technicien ou votre technicienne est bien formé, en général, avec un interrogatoire assez simple, sur ce que fait cet enfant, plus le degré éventuel de sévérité de la cardiopathie, on peut assez facilement déterminer le protocole. Il faut connaître en tant que médecin les contre-indications au test d'effort. Donc ça sera la fièvre, l'asthme incontrôlé, l'insuffisance respiratoire décompensée, la myocardite ou la péricardite aiguë, une arythmie incontrôlée qui va entraîner des symptômes ou altérer l'hémodynamique du patient, une insuffisance cardiaque non contrôlée, une embolie pulmonaire aiguë ou un infarctus pulmonaire récent, et puis surtout une incapacité d'ordre psychologique à réaliser cet examen. Donc ça va arriver chez certains profils de patients qui vont être très anxieux à l'idée de réaliser cet examen. Ça sera pas le bon jour, ça sera pas le bon moment. Votre technicienne aura peut-être pas réussi à le rassurer. Dans ce cas-là, faut pas forcer, c'est pas très grave, faut refaire ça une autre fois. Et surtout quand c'est le premier test d'effort. Faut pas que le patient garde un très mauvais souvenir de son premier test d'effort, sinon, s'il doit le refaire tous les ans ou tous les 2 ans, ça va être assez compliqué. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un test d'effort maximal? Alors, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de vraie définition de ce que c'est qu'un test maximal chez les enfants en particulier. On peut se fixer un cut-off de fréquence cardiaque maximale. Alors, dans la littérature, soit 80, soit 85% de la fréquence théorique avec différentes formules qui existent. Soit il y a 220 moins l'âge qui est la plus connue, la plus utilisée. Vous avez aussi une formule qui est 210 moins 0,65 fois l'âge plus ou moins 10%. Donc, celle-ci, elle est un peu plus approximative. Vous avez aussi une définition qui est sur le ratio de VCO2 sur VO2, qui doit être supérieur à 1 ou 1,05 selon les articles. Vous avez le plateau de VO2, qui est un très très bon élément pour dire qu'on est maximal, sauf qu'en pédiatrie, on l'a rarement. On l'a à peine dans 20% des cas, et souvent on a un pic. Et puis surtout le dernier, qui est peut-être le plus important, c'est l'incapacité pour le patient à maintenir une vitesse de pédalage au-dessus de 60 tours minute, malgré l'encouragement actif du technicien ou du médecin. Ce dernier critère qui est très clinique et qui repose beaucoup sur la compétence du personnel qui est dans le laboratoire, elle est très très importante en fait. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Si vous avez les 4, tant mieux. Mais moi, dans mes protocoles de recherche, j'essaie d'en avoir, quand on est très strict, au moins 3 pour dire que l'épreuve d'effort est maximale. Il y a des articles qui montrent qu'en fait, tout ça, c'est n'importe quoi et que VO2 pic égale VO2 plateau et que ça sert à rien de s'embêter, en particulier en pédiatrie. Donc, rôle majeur, encore une fois, j'insiste, du technicien de laboratoire de test d'effort. Donc là, je vous montre un exemple de protocole. Alors ici, il faut que tu te mettes à 65 tours minutes. D'accord. Allez, on fait là normalement. Allez, vas-y,
vous avez vu, il y avait 2 écrans. Donc là, le patient il était particulièrement en confiance. Vous avez vu le rôle de la technicienne qui est vraiment important. Et donc, vous avez vu les 2 écrans. Vous avez l'écran avec le CG, donc ça, vous connaissez tout ça. Puis vous avez l'écran où il y a les gaz. Donc VO2, VCO2, fréquence cardiaque aussi qui peut être sur le même écran, la ventilation minute, etc. Donc là, maintenant qu'on sait faire un test d'effort, je vous ai montré un protocole un peu standard. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait pour notre population de cardiopathie congénitale. Une fois qu'on a les résultats de ces tests d'effort, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, encore une fois, j'insiste, mais ça reste un examen qui est fortement associé à la qualité de vie et à la santé. Donc, en anglais, c'est Health-Related Quality of Life. Et que dans ces tests d'effort, il y a plein de paramètres qui vont être un déterminant de la qualité de vie du patient. Il y aura la VO2 max, comme je vous l'ai dit, mais il y aura aussi le premier seuil ventilatoire. Quand on a un premier seuil ventilatoire qui est bas, ça traduit un certain degré de déconditionnement à l'effort. Et ce déconditionnement à l'effort, vous avez probablement entendu parler de ce qu'on appelle le cercle vicieux du déconditionnement, qui a été vraiment largement décrit par les pneumologues, en particulier sur la BPCO, ou par les cardiologues dans l'insuffisance cardiaque. Vous avez un certain degré de déconditionnement qui est lié soit à rien du tout à la sédentarité, mais qui est lié potentiellement à une maladie qui est arrivée, un infarctus ou une autre maladie respiratoire. Vous avez éventuellement récupéré de cette pathologie, mais vous avez perdu un petit peu en seuil ventilatoire. En ayant perdu en seuil ventilatoire, vous adaptez votre vie quotidienne à ce seuil ventilatoire qui est moins bon. Le seuil ventilatoire, c'est le moment où vous allez avoir votre consommation en oxygène, qui a une pente X, qui va commencer à devenir un peu plus raide, en fait. C'est le changement de coefficient directeur de votre VO2. Il y a plein de méthodes pour mesurer le seuil, mais en gros, c'est ça. Et c'est le moment où l'effort devient désagréable. Sur un test d'effort, quand on veut le faire de manière simple, on demande au patient de 0 à 10 où tu en es dans la capacité à ressentir une dyspnée ou pas. 0, aucun problème, et 10, je m'asphyxie. Et même à un enfant, on lui donne un tableau Velleda et puis on lui dit, tu mets un trait et on voit. Voilà. Donc, l'échelle de Borg, c'est ça, comme ça que ça s'appelle, ça mesure la dyspnée. En gros, quand vous êtes à 6 ou 7, c'est que probablement, ça devient très désagréable de faire cet effort. Comme ça devient désagréable, vous allez moins monter d'escalier, vous allez moins faire d'activité physique parce que c'est désagréable et c'est le début du cercle vicieux du déconditionnement. Et à la fin, vous avez un seuil très abaissé, une VO2 qui est très abaissée, et il y a même une littérature qui a démontré qu'il y avait un lien fort avec la prévalence de la dépression nerveuse chez un adulte qui est dans ce cercle vicieux du déconditionnement. Le dernier étage de ce cercle vicieux, c'est la santé mentale. Et donc, c'est pour ça que dans les bienfaits de l'activité physique, à l'inverse, quand vous mettez en place une promotion de l'activité physique, vous avez moins de problèmes de santé mentale dans les sociétés. On va sortir un peu du sujet, on va faire de la philosophie, mais dans les pays comme l'Australie, où vous avez une promotion de l'activité physique de grande envergure au niveau politique, dès l'école primaire, dans beaucoup de pays anglo-saxons, c'est comme ça. Eh bien, vous allez avoir une meilleure qualité de vie pour la population générale, des meilleurs niveaux d'aptitude physique pour la population générale, mais aussi pour les malades. Donc, si vous regardez les niveaux de VO2 et de qualité de vie chez des enfants australiens opérés du cœur, c'est mieux que chez nous. Est-ce qu'ils opèrent vraiment mieux les chirurgiens? Ça, c'est si on regarde les stats de façon un peu simpliste. En fait, probablement que c'est absolument pas ça le cas. La vraie raison, c'est que la qualité de vie des enfants sains est largement meilleure à celle d'un petit Français. Donc, la promotion de l'activité physique, à l'inverse, vous avez moins de problèmes de santé physique, mais aussi de santé mentale. Voilà. Et donc, il y a un lien statistique fort entre anxiété, dépression et déconditionnement à l'effort. Archi démontré, ça. Et donc, on n'est pas surpris que dans la dimension qualité de vie, on va avoir dans nos populations de congénitaux un lien fort avec le VAT, qui est le premier seuil ventilatoire en anglais. Et puis, vous avez aussi la fonction respiratoire. Et ça, vous êtes des cardiologues ou cardiopédiatres qui regardez beaucoup le cœur. N'oubliez pas que chez nos patients, on a des pathologies respiratoires, et en particulier pour certains des profils restrictifs, c'est-à-dire des
capacité pulmonaire totale a baissé, qui sont soit dues à la cardiopathie elle-même ou à une hypoplasie du poumon, mais qui sont surtout dues probablement aux chirurgies thoraciques et à un profil restrictif sur les EFR. Et donc la fonction respiratoire doit être regardée quand on fait un test d'effort cardio-respiratoire. Je vous ai mis 3 critères, il y en a plein, mais en tout cas, ces 3 critères-là sont fortement associés à la qualité de vie. Et il y a même une équipe récemment qui a publié dans Circulation le fait qu'un adulte congénital opéré qui a une CVF basse, donc la CVF, c'est la capacité vitale forcée qu'on fait à courbe débit-volume, c'est des débits, c'est pas des volumes. Pour faire des volumes, il faut faire une plétismographie. Pour faire des débits en pulmonaire, il faut faire des EFR. Cette équipe a démontré que c'était un facteur de mortalité chez les congénitaux adultes, une CVF basse. Donc, c'est pas anodin, la fonction respiratoire. D'ailleurs, souvent, nos chirurgiens nous demandent de faire une EFR avant une chirurgie. Mais là, c'est pour le risque immédiat de la chirurgie. Mais il faut aussi que nous, on le regarde comme un risque à long terme. Et c'est important parce que traiter ça, un syndrome restrictif, c'est assez difficile si le malade a déjà été opéré plusieurs fois. Mais il y a quand même des thérapeutiques qui sont de l'ordre de la kinésithérapie, de la force musculaire, des exercices musculaires qui peuvent faire que vous allez avoir une meilleure fonction respiratoire. L'autre chose qui est importante, c'est les normes. Il y a beaucoup de normes qui ont été publiées sur les tests d'effort. Les premières normes datent quand même des années 80. C'est les normes de Cooper et Wasserman, qui ont été faites sur 109 sujets américains sains, 109 enfants seulement. Et c'est celles qui sont dans toutes les machines de VO2 aujourd'hui et qui sont linéaires. C'est-à-dire que la VO2 max est proportionnelle soit au poids, soit à la taille. Ils ont fait 2 formules pour les vélos. Donc, vous verrez dans vos machines, pour ceux qui vont aller sur les labos de VO2 après SDU en masse, vous verrez que les formules, elles sont linéarisées sur le poids et la taille. Comme tout ce qui était la pédiatrie dans les années 80. Dans les années 80, on ne s'embêtait pas avec des modèles mathématiques compliqués. On disait, on prend 100 enfants, on fait un modèle linéaire Y égale X plus B et l'affaire est réglée. On a fait ça pour tout. Et on s'est évidemment complètement trompé, puisque vous pouvez bien imaginer qu'un enfant nouveau-né de 3 kg versus un adolescent de 60 kg, il est peu probable qu'entre ces 3 kg et ces 60 kg, on ait une formule mathématique qui nous donne toutes les variables autour d'une ligne droite. Et c'est comme ça que des nouvelles normes ont été refaites pour l'échographie, par exemple. Le TAPS, c'est pas linéaire, etc. Et donc, actuellement, on n'exprime plus trop les variables de cette façon-là, mais on les exprime sur des modèles un peu plus complexes, avec plusieurs paramètres, sur des modèles qui peuvent être logarithmiques ou autres, et qui sont surtout exprimés maintenant en Z-score. Vous êtes la génération des Z-score, donc vous regardez ça, mais maintenant, regardez le modèle qu'il y a derrière, et parfois, il y a différents modèles mathématiques qui sont derrière. Et donc, c'est vrai que jusqu'à peu, il n'y avait pas de normes vraies de test d'effort de l'enfant sur ces nouveaux modèles de Z-score. Il n'y en avait pas. C'est reposé sur des modèles linéaires. Et donc, il fallait refaire intégralement cette étude. Et puis surtout, les années 80 américains, 100 patients, c'est quand même pas beaucoup, c'était il y a longtemps. Et donc, on s'est attelé à ça, notre équipe. On a inclus un peu plus de 1000 enfants sains à qui on a fait des tests d'effort cardio-respiratoire complets. Et on a pris 200 patients externes, allemands et américains de Harvard, pour voir si ces modèles mathématiques étaient fiables. Et donc, c'est la première grosse étude qui montre des normes de Z-score de tests d'effort. A été publiée il y a un mois, donc je vous ai rajouté la diapo, avec les formules mathématiques. Donc, évidemment, je ne vous les demanderai pas à l'examen du DU, mais vous voyez, il y a le Z-score chez les filles, c'est logarithme népérien de la VO2 plus 2,826 moins 1,863 fois le logarithme népérien de la taille, etc. avec le BMI. Donc, c'est une formule pour avoir des Z-scores qui est 3 logarithmes de 3 variables anthropométriques. OK ? Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et à la fin, ça vous donne des courbes. Voilà. Et puis, en dessous, vous avez l'application que vous pouvez utiliser si vous voulez. Vous rentrez le poids, l'âge, la taille du patient et vous allez avoir la norme et le Z-score de vos VO2. Là, on est en train de publier toutes les autres variables parce qu'il n'y a pas que la VO2, mais la pente, bien sûr, des CO2, etc., dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, on espère que maintenant, nos futurs laboratoires de VO2 vont implémenter ces Z-scores pour pouvoir donner des nouvelles références. Alors, c'était important d'avoir des nouvelles références parce qu'actuellement, il y a une prévalence des enfants hypotrophes.
et des enfants obèses qui font que eux ne rentraient pas du tout dans les modèles linéaires de Cooper. Finalement, les Z-scores qu'on vient de publier, je ne devrais pas dire ça, c'est une belle publication, mais pour tous les patients qui ont des gabarits à peu près corrects, on peut utiliser Cooper sur la taille. Cooper sur le poids, on oublie. Mais Cooper sur la taille, ça marche très bien. Par contre, pour les extrêmes, les enfants tout petits, tout maigres, et il y a de plus en plus d'hypotrophes, puisque vous savez que la pédiatrie s'est tellement améliorée dans les réanimations qu'on se retrouve aujourd'hui avec des survivants de périodes néonatales compliquées et qui souvent sont des enfants hypotrophes, les prématurés, les retards de croissance intra-utérin, les hernies diaphragmatiques sévères, enfin toutes ces pathologies que les pédiatres connaissent bien. Ils arrivent maintenant, ils ont 10, 15 ans, ils sont tout petits, tout maigres et les normes ne sont pas du tout faites pour eux. Donc ces Z-scores sont applicables à ces patients. À l'extrême, vous avez aussi des patients, les nôtres, les congénitaux, qui ont tendance à avoir un petit surpoids à l'adolescence et pour lesquels, si vraiment le surpoids est très important et que le BMI est trop important, le modèle de Cooper était absolument pas valable. Et donc, dans quelques jours, vous aurez une publication qui va vous montrer l'application de ces Z-scores à la population d'enfants cardiopathes congénitaux obèses, publiée dans la même revue. Donc voilà, c'est vraiment à ça que ça sert surtout, c'est surtout pour les patients des deux extrêmes anthropométriques. Et donc, si vous voulez savoir aujourd'hui quel est le niveau d'aptitude physique aérobie d'un enfant qui a une cardiopathie congénitale, et ben vous regardez cette publication dans les détails. Ça reste aujourd'hui la plus grosse cohorte publiée d'enfants avec des cardiopathies congénitales, puisqu'on a de mémoire 500 plus 300. Donc c'est une grosse cohorte. Et on a démontré que la VO2 moyenne chez les sains était de 43,5 et que chez les malades, c'était 38,1. 38,1, c'est très bien en fait. Faut pas s'imaginer que c'est un chiffre catastrophique. C'est plutôt pas mal. Donc, on peut considérer aujourd'hui, si on regarde après par sous-groupe, on regardera ça après, que aujourd'hui, les enfants de la génération actuelle qui font des tests d'effort, ça va plutôt pas mal. Et je vous donnerai les petits bémols à cette affirmation. Alors, qu'est-ce qui va déterminer dans l'analyse multivariée la baisse de la VO2 chez ces patients? Ça va être l'âge. Plus on vieillit, plus la VO2 baisse. Ça sera le sexe, donc le sexe féminin. Il y a une discrimination en genre sur la VO2, il y a une discrimination en genre pour plein de choses, mais il y en a une pour la qualité de vie, il y en a une pour la VO2. Alors pour la VO2, c'est hormonal, sur la distribution, le ratio graisse versus muscle, en particulier après l'adolescence, mais c'est pas que ça. Il y a aussi une discrimination sur le rapport au sport qu'on a dans nos sociétés quand on est une femme et quand on est un homme. Et donc les jeunes filles sont moins enclins à rentrer dans des sports de compétition, dans une promotion de l'activité physique, dans la société dans laquelle on vit, que les garçons. Donc la discrimination au sexe, elle n'est pas que liée au sexe génétique. Donc là aussi, vous devez, en tant que professionnel de la cardiopédiatrie, lutter contre ça. Vous ne pouvez pas dire un garçon, c'est bon, tu fais du foot, et la fille, c'est un non-sujet. Sauf que quand on évalue nos comportements de praticiens vis-à-vis des patients, nous-mêmes, on véhicule une forme de discrimination. Voilà. Donc ça, c'est important, même dans le choix du sport. Souvent, la culture actuelle, elle va dire à une petite fille, fais de la danse, je suis caricatural dans mes propos, mais au moins vous vous en rappellerez, fais de la danse classique, et un garçon, c'est bien, il veut dépasser les limites. Il y a une espèce de masculinisation au fait de dépasser ses limites. Voilà. Donc nous, en tant que professionnels de santé, bon, si c'était juste culturel, c'est pas très grave, on n'est pas là pour changer la société. Mais quand on voit que la VO2 des filles est franchement plus basse et qu'en plus, ça s'altère très vite par rapport aux garçons, ça, c'est quand même pas normal. Et donc, quand on zoome sur le niveau d'aptitude physique chez ces patients, on s'aperçoit que quasiment toutes les cardiopathies congénitales ont une VO2 max à plus de 80% de la norme, sauf les ventricules uniques qui sont à 72%. Voilà, je vous ai mis les détails, mais en tout cas, c'est ça qu'il faut retenir. C'est une très bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle, ça, mais sur une grosse cohorte. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif et qui nous fait plutôt plaisir. Et donc, on va utiliser des critères sous-maximaux pour voir un petit peu de façon plus fine s'il y a une forme de déconditionnement quand même qu'on pourrait voir chez ces patients. Donc, je vous remets la fameuse définition des seuils ventilatoires. Donc, le premier seuil ventilatoire, celui dont je parlais en début de cours, c'est vraiment le marqueur du déconditionnement physique. Le deuxième seuil ventilatoire, c'est le moment où on fait des lactates. Vous l'oubliez,
Ça fait pas partie de ce cours. Et donc, voilà ce fameux décrochage dont je vous parlais. Quand on suit ces patients entre 6 et 18 ans, vous voyez en vert les patients sains qui restent à peu près tout droit sur leur courbe, à peu près à 47 millilitres kilo minute de VO2 max pour les garçons, un petit peu moins pour les filles. Et par contre, en orange, vous avez les congénitaux cardiaques. Et vous voyez que eux, ils décrochent. Ils décrochent pour plein de raisons. La physiologie cardiaque peut-être, le profil restrictif peut-être, la culture, la société dans laquelle ils sont et le rapport à la promotion de l'activité physique peut-être, la surprotection des parents peut-être, etc. Et en tout cas, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer ce décrochage qui fait que à la fin, on a 6% de déconditionnés dans la population générale et 18%, donc beaucoup plus, chez les congénitaux cardiaques. Donc c'est un petit stigmate qui montre que peut-être que les choses vont s'aggraver plus tard et qu'il faut peut-être agir dès maintenant sur ce déconditionnement. Et donc, qu'est-ce qui fait évoluer cette VO2 max avec le temps? Quelle est la valeur pronostique? Eh bien, c'est sur cette étude d'un peu plus de 900 patients, ils perdent 2% par an de VO2 max, alors que c'est 0,4% par an chez les populations saines. Et c'est différents critères, le BMI, le niveau élevé au départ de VO2, le nombre de chirurgies cardiaques. Et là, dans cette étude-là, quand on les a suivis sur plusieurs années, en fait, le décrochage était beaucoup plus marqué chez les garçons que chez les filles. Et donc, là, c'est là qu'on se dit que malgré cette différence de promotion de l'activité physique qu'on avait constatée entre les filles et les garçons, on a quand même chez les garçons une tendance à perdre un petit peu plus en VO2 avec le temps que les filles, peut-être parce qu'il y a le BMI qui est un peu différent. Enfin voilà. Donc il y a différents déterminants et on commence à faire des études pronostiques dans les cardiopathies congénitales. Ça, je vais passer. Ça, je vais passer. Et puis celle-ci, je vais vous la laisser parce que la VO2, on la fait pas que pour les cardiopathies congénitales, on le fait aussi quand on a des pathologies qui peuvent plus tard avoir un surrisque cardiovasculaire. Un enfant qui a été guéri du cancer, si vous le revoyez à l'âge adulte, il a dans les séries entre 7 et 10 fois plus de risque que la population générale de mourir d'infarctus ou de faire de l'insuffisance cardiaque. C'est énorme. Pour plein de raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a la radiothérapie, la chimiothérapie. Voilà. Mais en tout cas, il y a un sur-risque cardiovasculaire à l'âge adulte d'un enfant guéri du cancer qui est majeur. Et donc, on s'est dit, peut-être qu'il faut aller regarder ces patients plus tôt, comme on a fait chez les congénitaux. Et là, on était très surpris puisque les chiffres que je vous ai montrés chez les congénitaux, c'est encore pire chez les enfants guéris du cancer, puisque leur niveau de VO2 est plus basse et que eux, c'est 5 fois plus de déconditionnement que dans la population générale. C'était 3 fois plus chez les congénitaux cardiaques, c'est 5 fois plus chez les enfants guéris du cancer. Donc, quand on est cardiopédiatre, et qu'on s'occupe de malformations cardiaques, on s'occupe aussi de la comorbidité cardiovasculaire des autres maladies de l'enfant. Ça fait partie aussi de notre travail. Donc, évaluer cet enfant, c'est pas seulement faire une écho-cœur pour voir les pressions de remplissage et la FEVG. Faut aller au-delà de ça. Il y a des choses encore plus importantes que ça. Et la VO2 va faire partie très probablement du suivi de beaucoup de maladies chroniques de l'enfant. Ok, ça c'était pour vous faire un peu de teasing en dehors des congénitaux. Alors voilà, je vous ai mis comment calculer ces petits critères sous-maximaux. Le plus utilisé, c'est l'efficience ventilatoire, donc le rapport ventilation-VE sur VCO2. OK ? Et donc, vous voyez que c'est linéaire. Ici, pour le coup, on n'a pas triché. Vous regardez, c'est vraiment quelque chose de linéaire. Et plus la pathologie touche le cœur droit ou est grave, vous faites l'insuffisance cardiaque gauche, plus vous allez avoir une pente sur VCO2 qui va monter. Et donc là, vous avez les pires sont les ventricules uniques et les obstacles du cœur droit ou les PVD élevés. Et les mieux sont les pathologies du cœur gauche qui ont en général des pentes sur VCO2 plus basses. Chez l'enfant, on dit qu'une norme, c'est à moins de 28 de pente sur VCO2. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est devenu maintenant obligatoire dans l'évaluation de l'insuffisance cardiaque de l'adulte.
et que on va rendre obligatoire dans l'évaluation aussi de l'aptitude physique d'un enfant. L'autre critère qui est un peu moins utilisé, donc là vous voyez, la ventilation et la VO2 ne suivent pas une ligne droite. Vous avez une espèce de cloche, donc ça c'est une courbe logarithmique, et donc quand on linéarise cette courbe par un logarithme, on en arrive à trouver ce qu'on appelle l'Oxygen Uptake Efficiency Slope, l'OUES. L'avantage de l'OUES, c'est que si vous avez un patient qui est vraiment particulièrement grave et pour lequel vous n'avez pas réussi à obtenir une VO2 max, ça fait partie des critères sous-maximaux. Ce critère-là va probablement être de plus en plus utilisé puisqu'il est de plus en plus publié dans les études. Nous, on vient de publier chez les congénitaux ce qui n'avait pas été fait, savoir si ça servait à quelque chose. Et effectivement, si on divise l'OUES par le poids, on arrive avec des cut-offs assez intéressants. L'OUES est très fortement corrélé à la VO2 max et il suit exactement les mêmes déterminants que la VO2 max dans les analyses unies et multivariées. Voilà, donc c'est un peu un critère probablement d'avenir. Donc en conclusion sur cette première partie du cours qui concerne les tests d'effort, c'est un examen qui est de plus en plus utilisé chez l'enfant. Je parle du test d'effort cardio-respiratoire, comme un critère. Donc c'est pas dangereux, c'est faisable, c'est fiable, et c'est un critère qui a vraiment des intérêts en termes de pronostic, de promotion de l'activité physique, de promotion des programmes de réhabilitation dont on va parler après, fortement corrélé à la qualité de vie pour beaucoup de paramètres de ce test d'effort, dont la VO2 max, qui reste vraiment le gold standard comme facteur pronostic. Et puis voilà, dans les années qui viennent, on va de plus en plus utiliser dans cette population les paramètres sous-maximaux. Voilà, donc ce cours, aujourd'hui, je l'ai fait différemment des années précédentes. De toute façon, vous avez accès aux vidéos de l'année précédente. Cette année, j'ai vraiment voulu vous donner des choses un peu plus actuelles, plutôt que des recettes sur les tests d'effort. On va monter un DPC sur les VO2, donc de toute façon, si un jour ça vous intéresse, à mon avis, rien de mieux qu'une formation pratique à cet examen-là. Là, je vous ai donné un peu plus de concepts pour vous en sortir. Voilà. Alors, je vais mettre le second cours et je vais aller regarder s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions sur le Zoom ? Le test de marche de 6 minutes, c'est la VO2 du pauvre. C'est la fraction de raccourcissement de l'écho. Voilà. Alors, avec Anne Réquiran que je t'ai montré, la technicienne, je pense que sur les centaines et centaines, t'as vu le nombre de VO2 qu'on a faites, hein, ça se compte par milliers, ça a dû nous arriver 2 fois. Donc en fait, c'est le test de marche, il a été fait quand on avait des problèmes de financement de la VO2, financement des postes de techniciens. Évidemment, si tu n'as que ça, tu fais ça. Hein. Il y a beaucoup d'essais cliniques qui ont fait ça parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais franchement, je trouve qu'en plus, contrairement à la VO2, c'est un examen qui est mal fait dans les hôpitaux. Hein. Tu l'as vu, on le fait faire aux externes. Il y a un problème de reproductivité de l'examen qui est majeur. Si le patient, la technique à côté n'est pas exactement la même d'un examen à l'autre, c'est-à-dire s'il se trimballe avec des choses qui le gênent, c'est pas la même. Enfin voilà, moi je fais pas de promotion de cet examen, mais bon, si on n'a rien d'autre, il est corrélé à la NYHA, il est corrélé aussi à des paramètres évidemment. Hein. Dans l'HTAP, par exemple, c'est un très bon examen. Mais aujourd'hui, dans les recommandations de l'HTAP, on voit la VO2 arriver de plus en plus. Je pense que le TM6, il va disparaître. Voilà. Est-ce que sur Zoom, vous avez des questions que vous pouvez poser à l'oral? Parce qu'en fait, je ne suis pas près de l'ordinateur, donc... Non? C'est bon? Allez, on continue. On en diaporama, ouais, c'est bon. Donc, réhabilitation dans les cardiopathies congénitales. Donc là, on va faire enfants et adultes. Donc aujourd'hui, vous avez bien compris que on était dans l'ère de la promotion de l'activité physique, de la qualité de vie et de vivre plutôt que survivre avec une cardiopathie congénitale. Et donc, les recommandations de l'OMS sur l'activité physique doivent être appliquées
à la population d'enfants et d'adultes avec cardiopathie congénitale. Que sont ces recommandations? Donc, chez l'enfant, c'est 60 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par jour, 7 jours sur 7, pour les 6 à 17 ans. Et on voit que actuellement, la sédentarité qui touche la population générale touche de fait la population d'enfants avec cardiopathie congénitale. Et donc, vous voyez à droite cette fameuse tendance à baisser les niveaux d'activité physique. Donc, en bleu, c'est l'activité physique basse. Donc, vous voyez, 6-10 ans à gauche, 11-14 ans au milieu, 15-17 ans à droite. Plus vous avancez en âge, plus vous avez du bleu, donc de la sédentarité. Et plus vous êtes une fille, et plus vous avez de la sédentarité, en tout cas une hypoactivité physique, ce qui n'est pas la même chose que la sédentarité. Chez les filles de 15 à 17 ans dans cette étude, c'est 69% d'hypoactivité physique. 47% chez les garçons, et on part de 20% chez les filles de 6 ans et 27% chez les garçons de 6 ans. Vous voyez, ça s'inverse. Donc là, vous avez la preuve qu'il y a un vrai problème et que la maladie ne peut pas expliquer, puisque ça, c'est valable chez les enfants sains. OK ? Donc, les données de la littérature actuelle, c'est donc une tendance à l'augmentation de l'inactivité qui suit les maladies chroniques et qui est identique à la population générale et qui n'est pas toujours corrélée à la sévérité de la maladie qui est sous-jacente. Ce qu'on sait, c'est qu'un enfant inactif sera statistiquement un adulte inactif. Les facteurs associés à l'activité physique basse chez les enfants avec cardiopathie congénitale, ça va être la capacité aérobie basse. C'est sûr que quand on a un ventricule unique, on va faire que 70% de VO2 max, on pourra faire beaucoup plus. Ça va être la fonction musculaire potentiellement atteinte, qui peut arriver dans certaines cardiopathies. Il y a aussi les maladies respiratoires, le syndrome restrictif dont je vous ai parlé, qu'on peut mettre aussi là. Et puis, il y a tout ce qui n'est pas la maladie et qui sont peut-être les choses sur lesquelles on peut agir. Ça va être le rapport que le patient va avoir par rapport à sa maladie. Et c'est des concepts que les psychologues appellent self-concept, self-efficacy. On en parlera un petit peu plus tard. La surprotection familiale, qui a été quelque chose de très important dans notre population, qui explique qu'aujourd'hui, les jeunes adultes ou les adultes sont déconditionnés. Ça devrait disparaître parce que vraiment, il y a eu beaucoup de changements dans les discours des cardiopédiatres depuis 10 ou 20 ans. On espère que la génération qui arrive là ne sera pas dans le même état que la génération d'adultes que vous connaissez aujourd'hui qui ont 30 ou 40 ans. On leur disait, fais pas de sport, et aux filles, jamais de grossesse. Donc évidemment, c'est plus du tout le discours qu'on donne aujourd'hui. Et donc, il y a aussi nous-mêmes, les médecins, cardiologues, pédiatres, cardiopédiatres, congénitalistes, qui pouvons donner des restrictions à l'activité physique, ou plutôt, aujourd'hui, c'est plutôt des restrictions, mais ne pas vraiment promouvoir l'activité physique parce qu'on n'a pas le temps au cours d'une consultation de 20 minutes. On n'a pas le temps vraiment d'aborder ça. On m'a demandé qu'est-ce que tu fais comme sport. OK, bon, très bien, voilà. Faire de la promotion de l'activité physique, faire une vraie consultation de médecine du sport, ça demande quelque chose de très particulier. Moi, je prône d'embaucher des professionnels dont c'est le métier, des enseignants d'activité physique adaptée. C'est ce qu'on va avoir dans le service à Bordeaux dans quelques semaines. Systématiquement, l'ado qui viendra en consultation, il aura derrière une consultation d'APA, qui sont des enseignants qui ont fait un master à STAPS, les universités sur l'éducation physique et sportive. Ils ont fait donc 3 ans de prof de sport et derrière 2 ans de surspécialité en master qu'on appelle l'enseignant d'activité physique adaptée, qui sont des professionnels qui sont là justement pour promouvoir l'activité physique et la superviser chez des gens qui ont des problèmes de santé. Donc peut-être que nous, on n'est plus aujourd'hui les cardiopédiatres dans un monde où on va interdire le sport. C'est peut-être plus trop le cas. Cette littérature, elle concerne probablement la génération d'avant. Mais la génération actuelle, même si elle n'interdit pas, ne pas interdire, ça ne veut pas dire promouvoir. Donc voilà, votre génération, j'espère que vous allez faire mieux que donc ma génération, on a fait mieux que les anciens, on a arrêté d'interdire. Il est interdit d'interdire. Mais votre génération, il faudra vraiment que vous vous atteliez à promouvoir pour de vrai et pas juste en signant un certificat. Ça fait rien, ça. D'autant que quand on regarde cet article que vous allez lire sur le Drive, que je vous ai mis sur le Drive, qui est un article assez effroyable, ce sont des adultes avec cardiopathie simple, CIA, CIV, enfin des trucs tout bêtes, tout simples, qui ont 30 ou 40 ans
et chez qui les cardiologues adultes ont regardé les facteurs de risque cardiovasculaires. Et donc, publié dans Circulation en 2019, 50% de fumeurs, 30% d'obèses, 69% d'hypertension, 41% d'hyperlipidémie, 7% de diabète, des odds ratio pour le syndrome coronarien à 2 et pour l'insuffisance cardiaque à 13. C'est-à-dire qu'un adulte dans cette cohorte qui a 2 ou moins facteurs de risque cardiovasculaire a 30% de facteurs de risque ajustés d'événements cardiovasculaires graves, alors que c'est 13% dans la population générale avec plus de 5 facteurs de risque. C'est une façon d'exprimer les choses de manière dramatique. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible que dans 20 ans, on en soit là. Il est probable que cette étude, qui est rétrospective, même quand c'est publié en Circulation, on a le droit de critiquer, c'est rétrospectif, c'est probablement une étude hospitalière avec des malades sursélectionnés. J'imagine qu'un adulte qui a une CIV qui va dans un CHU qui publie, c'est probablement pas le même que le jeune qui a une CIV fermée, qui va au cabinet et que le CHU ne voit plus. Il y a probablement un biais majeur de sélection de ces malades. Mais en tout cas, ils les ont pas inventés, ces facteurs de risque. Donc, voilà. Donc ça, il faut vraiment pas qu'on en soit là sur nos CIA et nos CIV dans 20 ou 30 ans. Alors, je sais que la CIA, la CIV, voire même la coarctation, voire même le phallo, ça n'intéresse pas beaucoup certains cardiopédiatres qui veulent absolument voir des hétérotaxies, des VD systémiques et des ventricules uniques. Sauf que les volumes de malades, c'est eux. Sur le plan de la santé publique, comment? Ouais, bah oui. Mais ils le comparent avec leur population générale. C'est ça le problème, en fait. C'est 2 fois plus que leur population et 13 fois plus que leur population, en fait. Tu vois, c'est terrible, en fait. On peut la critiquer, cette étude, mais elle a fait grand bruit dans notre monde. Et il y a beaucoup de cardiopédiatres qui disent non, mais c'est biaisé. Bah oui, enfin, c'est biaisé en attendant. Les morts sont vraiment morts. Et les insuffisants cardiaques sont vraiment, après, tu peux ne pas l'exprimer en odds ratio, mais en tout cas, il y a une alerte, là, quand même. Voilà. Et cette alerte, qui est à l'extrême de l'âge, 30, 40 ans, c'est pas l'extrême, enfin, qui est bien avancé. Moi, je l'ai de l'autre côté avec les jeunes qui décrochent en déconditionnement. Donc, moi, j'ai le début du scénario, là, il y a la fin, et il y a l'air d'avoir des pointillés au milieu. Voilà. Il est fort probable que dans 20 ans, on n'ait pas ça, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment changé notre discours. Eux, ils payent le prix d'une absence totale, probablement, de promotion d'activité physique, plus d'autres choses à l'époque où la cardiopédiatrie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Peut-être qu'il y a des facteurs intrinsèques à la cardiopathie congénitale qui expliquent ça aussi, qui n'a rien à voir avec la sédentarité. Donc ça, c'est les effets positifs ultra publiés de l'activité physique dans les maladies chroniques. Ça diminue le diabète, l'obésité, le cancer du côlon, le cancer génital, l'anxiété, la dépression. Ça améliore la densité minérale osseuse, la capacité aérobie, la masse musculaire, la fonction endothéliale et la qualité du sommeil. Ça, c'est archi connu et vous devez connaître ça par cœur. C'est vraiment les bénéfices de l'activité physique sur des études de grande ampleur qui ont démontré tous les bénéfices. Alors, quelle est la solution? Il n'y en a pas beaucoup des solutions. Pour les patients les plus graves, une des solutions serait la réhabilitation cardiaque, qui suit finalement les buts, les objectifs de la réhabilitation cardiaque, de l'insuffisance cardiaque de l'adulte non congénitale. Et avec le trépied de la réhabilitation que vous connaissez, qui est un entraînement physique, qui est une optimisation du traitement et qui est l'éducation thérapeutique. Vous pouvez rajouter un petit 4, je pense, qu'aujourd'hui, il faut rajouter la santé mentale, qui fait partie totalement de la prise en charge dans les centres de réhabilitation. Alors, que dit la littérature sur la réhabilitation dans les cardiopathies congénitales? Que c'est particulièrement dénué de risques, que le niveau d'évidence, il n'est pas aussi élevé que dans l'insuffisance cardiaque de l'adulte non congénital, mais qui s'en rapproche de plus en plus sur les essais cliniques, et puis que c'est en train d'être évalué dans les autres maladies chroniques. Donc, il y a différents types de programmes d'activité physique. Ça, c'est un programme d'activité physique d'intensité modérée qui est le plus utilisé dans les programmes de réadaptation. En fait, on prend le seuil ventilatoire du patient, le SV1 qu'on calcule selon les formules, les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure, avec le changement d'axe de la VO2, la technique V-slope, ça s'appelle, il y a d'autres techniques. On prend ce seuil ventilatoire et on regarde la fréquence cardiaque à ce seuil ventilatoire et la puissance à ce seuil ventilatoire, et on donne ces chiffres-là au kiné ou à l'enseignant d'activité physique adaptée ou au médecin de rééducation, et on lui dit, voilà son seuil sur la VO2, il est à 120 de fréquence cardiaque et à 100 watts.
Et donc, tu peux lui faire un programme basé sur ce seuil. Et donc, ce sont les grands rectangles que vous voyez, qui sont l'entraînement au seuil. Et ensuite, évidemment, on le fait un petit peu récupérer, puis on lui refait un entraînement au seuil, puis on baisse, etc. C'est ce qu'on appelle l'interval training en anglais. C'est le plus utilisé dans les programmes de réhabilitation. Mais c'est pas le seul. Vous avez aussi des programmes de faible intensité pour les patients qui sont pas capables de supporter le seuil ventilatoire. Par exemple, sur des malades qui sont en post-opératoire immédiat. Et puis, très à la mode, vous avez la partie droite, qui est beaucoup moins évaluée encore dans les essais cliniques, c'est les protocoles de haute intensité. Où là, on va essayer d'arriver à 80% de la VO2 max. Donc, vous voyez, c'est les parties rouges, là, avec des petits protocoles où il y a 10 secondes de haute intensité, puis de la récupération, etc. Donc ça, c'est non, l'efficacité de la haute intensité n'est pas démontrée encore dans les cardiopathies congénitales, mais on va s'y atteler et probablement qu'il y a de la place sur ces programmes-là, en particulier chez les jeunes, pour lesquels le programme au seuil est probablement sous-dimensionné. L'éducation thérapeutique, donc deuxième volet de la réadaptation, c'est fondamental. C'est pas le plus important, mais presque. Et le souci de l'éducation thérapeutique chez nos patients, c'est qu'il faut qu'on arrive à monter dans des centres de réadaptation des programmes d'éducation qui sont quand même dédiés à ces patients qui sont pas les mêmes que l'insuffisance cardiaque avancée, que le post-infarctus, etc. Nos malades sont jeunes, on est dans la prévention primaire quasiment, et l'éducation thérapeutique d'un 15-25 ans qui a une cardiopathie congénitale, c'est pas la même évidemment qu'un adulte de 60 ans qui est en post-infarctus. Donc le travail qu'on va devoir faire maintenant, c'est d'essayer de déployer des programmes d'éducation thérapeutique qui certes sont généraux sur plein de choses, l'alimentation, il y a plein de choses qui sont évidemment communes, mais il y a des particularités de nos patients qui font qu'il va falloir travailler en collaboration avec les centres de réadaptation pour monter des programmes d'éducation qui soient vraiment spécifiques à ces patients. Le but, c'est d'améliorer la connaissance de la maladie, de transférer le contrôle des facteurs de risque par le patient lui-même en pleine autonomie, d'inclure son environnement dans les programmes d'éducation, donc les parents si ce sont des mineurs, voire les petits copains, les petites copines si c'est des jeunes adultes. Donc il y a quand même du travail à faire parce qu'on peut pas dire qu'aujourd'hui les centres de réadaptation en France en soient là quand même. Hein. Donc là aussi, un message pour vous, ça va probablement être un des axes d'avenir, ça sera de créer des structures où on va réadapter en prévention primaire des jeunes qui ont des profils un peu comme nos congénitaux cardiaques. Dans l'éducation thérapeutique, chez nos malades, il y a un rôle très important de ce qu'on appelle les patients experts ou les PAIR, P-A-I-R-S, qui sont des patients qui, eux, ont vécu leur cardiopathie congénitale avec suffisamment de résilience pour aller dans une promotion de l'activité physique et même dans un dépassement de soi qui fait que, par exemple, Shaun White, qui a une tétralogie de Fallot, qui a 25 ans, qui a déjà été opéré à la naissance, puis correction complète, Plaloc, correction complète, revalvulation mélodie, donc il a le parcours standard. Et donc, ce jeune, il est champion olympique. Voilà. Donc, je pense que si Shaun White était là face à vous, il aurait plus de poids dans le message de la promotion de l'activité physique que moi. Donc, c'est pareil pour les enfants ou les ados, en fait. Donc, je peux pas inviter Shaun White à chaque fois, mais en tout cas, les pairs PIRS, il a été démontré qu'ils ont un rôle majeur, en plus chez les jeunes, pour promouvoir l'activité physique. Voilà. Et donc, souvent, ce qu'on fait chez des jeunes qui ont des cardiopathies congénitales, c'est qu'on les inclut dans des programmes qu'on les appelle les programmes de transition, que vous connaissez probablement, qui sont des programmes dédiés aux 13-25 ans ou 16-25 ans, et qui sont des journées où on leur parle de leur pathologie et on sort aussi de la pathologie pour parler de leurs problématiques du quotidien et qui sont souvent pilotées par des infirmières spécialistes, des infirmières de pratique avancée et ou de la recherche clinique ou pas. En tout cas, c'est une voilà, je voulais juste vous dire que l'éducation thérapeutique, c'est vraiment fondamental chez ces patients. Quand on regarde la littérature, alors il faut qu'on avance parce qu'il n'y a pas beaucoup finalement en quantité de littérature par rapport à l'insuffisance cardiaque de l'adulte sur les congénitaux, mais il y a quand même 15 essais randomisés contrôlés qui ont comporté 924 adultes et enfants, ce qui représentait 500 enfants. Ça, c'est un article de la Cochrane que je vous mettrai ou que je vous ai mis sur le drive aussi.
Ce sont des programmes qui durent 3 mois. C'est souvent ça, la réhabilitation, des programmes de 3 mois. Et il y avait 3 types d'interventions dans ces essais cliniques. La promotion de l'activité physique. Donc, la promotion de l'activité physique, ça ne veut pas dire un programme d'activité physique en intervalle training, hein. Il y avait du vrai exercice. Et puis, il y avait aussi des exercices de kiné où on leur faisait de l'inspiration musculaire. Vous voyez, c'est pas complètement de la réhabilitation cardiaque, hein. On en est loin. Mais bon, ça fait 15 études randomisées contrôlées où on a fait un semblant d'intervention pour améliorer la VO2. Alors, qu'est-ce que c'est les résultats? Donc, ça améliore la qualité de vie, le niveau d'activité physique, le seuil ventilatoire, la VO2 et la force musculaire, mais dans des degrés qui ne sont pas si importants que ça quand même, hein. Vous voyez, la VO2, 2 millilitres/km. Faudrait le renouveler probablement, ce genre d'intervention pour que ce soit efficace, ou augmenter le niveau d'intensité. Il n'y a pas d'études à haute intensité là dans cette revue de la littérature de la Cochrane qui a été faite il y a 3 ans. Donc, est-ce que c'est safe chez les congénitaux comme ça l'est chez les non-congénitaux? La réponse est oui. Quand on regarde toute la revue de la littérature, il n'y a pas d'événements indésirables graves. Et quand il y en a dans les essais cliniques, c'est toujours relié à la maladie elle-même et pas à la réhabilitation elle-même. OK ? Que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour ceux que ça intéresse vraiment, je vous ai mis dans le drive 2 articles en français de vulgarisation de la réadaptation chez les adultes et chez les enfants congénitaux. Un autre axe qu'il va falloir qu'on développe et qui est insuffisamment développé, c'est la réadaptation post-chirurgicale immédiate chez les congénitaux. On pourrait même dire post-intervention parce que vous savez que maintenant, la cardiologie, c'est aussi de la cardiologie interventionnelle par du cathétérisme. Et c'est vrai qu'on pourrait tout à fait imaginer des programmes où on revalvule par voie percutanée un falot et que derrière, il aille d'emblée dans un programme de réadaptation pour optimiser l'efficacité finalement de son intervention. Ça, c'est pas du tout dans les pratiques aujourd'hui. Donc, il y a que 9 essais randomisés contrôlés, dont 8 en Europe, sur de la réadaptation post-chirurgicale immédiate. Ça fait 167 patients, majoritairement des adultes. À chaque fois, ce sont des programmes de 3 mois, 12 semaines, majoritairement des cardiopathies complexes, majoritairement un YHA1. Et là, il y a moins de patients, donc ils ont moins de significativité. Le seul élément qui monte statistiquement après réhabilitation, c'est la qualité de vie. Le BNP, il y a une tendance à la baisse. La VO2 max, il y a une tendance à l'augmentation. La fonction vasculaire, il y a une tendance en termes de fréquence cardiaque et de pression artérielle, mais ils n'ont pas réussi à montrer de significativité. Donc là aussi, il va y avoir probablement dans les années qui viennent une tendance à envoyer ces patients de manière un peu plus systématique dans des programmes de réadaptation. Et alors, ce qu'il n'y aura pas du tout, c'est quelle est la place de la réadaptation préopératoire. Ça, c'est vraiment très intéressant. Quel malade devrait rentrer dans des programmes de réadaptation avant de se faire opérer ou revalvuler. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'actuellement, les programmes de réadaptation de l'adulte sont pas vraiment adaptés aux enfants et aux jeunes adultes. Les programmes de l'insuffisance cardiaque de l'adulte avec le trépied de la réadaptation sont vraiment différents de la philosophie de nos programmes qui sont vraiment des mesures de prévention primaire pour éviter l'entrée dans le cercle vicieux du déconditionnement. Ils sont pas suffisamment graves pour qu'on les enferme 3 semaines à l'hôpital, si je dis ça de façon plus triviale. Et donc, ils ont une adhésion à ces programmes qui est très, très faible en fait. Et on les envoie quand ils sont vraiment très graves. Chez les jeunes, ça entraîne un problème d'absentéisme, un problème d'études, de passer le bac, aller à la fac, donc ils peuvent pas aller dans ces centres en hospitalisation. Et puis surtout sur le plan psychologique, les psychologues chercheurs ont fait des entretiens chez ces patients. Et en fait, un jeune qui a une cardiopathie congénitale, il veut que sa maladie soit invisible. C'est ce qui dit toute la recherche qualitative en psychologie comportementale de nos patients, c'est ça. Tout ce qui rend la maladie visible est un facteur de risque à la non-adhésion au traitement. Et ça, il faut qu'on le sache, parce que si on ne le sait pas, on peut tomber à côté d'une bonne intervention. Et donc, dans la vie quotidienne, comme ils ont une VO2 pas si basse et un seuil ventilatoire à peine abaissé, ils ne ressentent pas du tout de mal-être dans leur vie quotidienne, ces jeunes. Ils le ressentiront 20 ans ou 30 ans plus tard. Et donc, il faut développer des modalités de réhabilitation modernes pour ces patients et probablement hors les murs, en dehors de l'hôpital, pour que ça leur convienne. Et donc,
vous avez actuellement la littérature sur le sujet de la réadaptation, c'est faut-il des programmes basés à l'hôpital à gauche ou faut-il des programmes basés à la maison? Hospital-based ou home-based? À l'hôpital, vous avez le présentiel, l'effet de groupe, l'infirmière, vous voyez là à gauche. Et à droite, vous avez plus tout ça, mais vous avez l'exergame, des trucs modernes, des jeux vidéo, et puis je suis chez moi, voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment, en termes d'adhésion, on a l'impression que ça penche plutôt vers la droite. Si on veut que les jeunes rentrent dans ces programmes, il faut pencher vers la droite. Mais peut-être que l'hôpital, avec le côté présentiel, c'est comme pour des cours. Hein. Je pense vous aurez des meilleures notes ceux qui sont en présentiel par rapport à ceux qui sont sur Zoom. C'est statistiquement démontré. Et donc, c'est comme pour la réhab. Ceux qui auront une réhab avec le kiné en face, l'enseignant d'activité physique adaptée en face, l'infirmière spécialiste en face, le médecin du sport, voire même leur propre cardiopédiatre, on a l'impression quand même qu'on est un peu plus efficace. C'est pas démontré ça, hein, c'est du feeling tout ça. Et ce qui est important quand même dans les programmes de réadaptation à l'hôpital, c'est qu'il y a l'effet de groupe qui est quand même important, qui disparaît quand on est le programme à domicile. À domicile, c'est peut-être moins cher. C'est probablement moins cher d'ailleurs. Parce que 3 semaines en centre de réadaptation, c'est beaucoup plus cher que 3 mois sur un programme de domicile. On peut utiliser des plateformes digitales de téléconsultation, d'éducation thérapeutique, mais est-ce qu'on perd un peu le côté en présence? Est-ce que c'est si safe que ça la maison? Il faut, pour l'instant, oui, dans les quelques études, mais on commence à mettre des patients pas très graves, mais peut-être qu'un jour, si on y met des patients, des ventricules uniques, Fehling-Fontan, ou des VD systémiques, ou des patients qui ont des problèmes de troubles, peut-être qu'on va avoir des accidents. Voilà, donc ça reste ouvert, même si aujourd'hui, il n'y a pas de tendance à s'inquiéter. C'est sûr que ça ne sera pas la même chose. On aura probablement des soucis sur des problèmes de réadaptation si on ouvre les vannes du domicile. Et encore une fois, je vous ai dit, on n'a pas l'effet de groupe. Alors, dans ce débat-là, qui était pré-Covid, moi, je me suis dit, je vais faire de l'hybride. Donc, j'étais avant le Covid. Hein, et on a créé ce programme qui s'appelle CaliRehab et qui est un programme où vous avez une semaine à l'hôpital et puis derrière, on part à la maison. Et donc, vous voyez les petites maisons là, les petites maisons rouges, c'est l'hôpital et les petites maisons bleues, c'est la maison. Donc, il fait 5 jours à l'hôpital, puis il rentre chez lui. 2 fois par semaine, il a un APA qui vient chez lui pour lui faire de l'activité physique. Il revient au bout d'un mois à l'hôpital vérifier que tout va bien. Il refait 1 mois à la maison. Il revient une journée à l'hôpital. Il refait 1 mois à la maison. Tout ça, ça fait 3 mois. Donc, c'est une espèce de truc hybride. Je me mouille pas entre l'hôpital et la maison. Et donc, on a utilisé un programme d'intervalle training parce qu'on s'est dit, on va pas réinventer la roue. C'est ce que font les réhabilitateurs. Et donc, vous avez à gauche la première semaine en centre de réhabilitation. Donc, c'est des jeunes de 13 à 25 ans. Et puis, à droite, vous avez les patients qui sont à domicile avec l'APA qui se déplace ou là, pendant le Covid. C'est un jeune qui a 25 ans, qui a un ROS, qui était inclus dans le bras intervention et qui a son APA qui, pour continuer le protocole de recherche, s'est connecté en visio, mais dans le protocole initial, il se déplaçait à domicile les 2 fois. OK ? Je peux pas vous donner les résultats. Ils seront présentés bientôt, mais on est très content. Et alors, fort de ce que ce premier programme de recherche a fait, on a quand même rencontré nos patients, on a vu les psychologues qui ont fait de la recherche qualitative et qui ont rencontré nos malades pour débriefer de ce premier programme. Les patients nous ont dit « make the disease invisible », donc ça veut dire en langage clair, on veut plus venir à l'hôpital. Et deuxièmement, on s'est aperçu qu'on passait à côté complètement du 4e axe de la réadaptation, qui est la santé mentale. Ça, vraiment, sans rentrer dans les détails de cette étude, on a été assez surpris des stigmates de souffrance mentale de nos patients. On leur donnait des questionnaires d'anxiété, dépression, voilà. Enfin, il y avait des entretiens avec des infirmières. On s'est aperçu quand même qu'il y avait des problèmes qui sortaient totalement de la cardiologie, avec un nombre de patients qui avaient des risques suicidaires, pour pas tourner autour du pot, avec des patients qui étaient vraiment dans une situation particulière. Se rajoutent les troubles neurocognitifs de notre population de congénitaux cardiaques. On s'est dit, il faut vraiment qu'on rajoute un autre axe fort, qui est la santé mentale d'une manière générale, et en particulier
la prise en charge des troubles du neurodéveloppement. Et donc, on vient de créer ce programme qui n'a pas encore démarré, mais qui va démarrer, qui est européen, qui s'appelle CaliNeuroRehab et qui est complètement à domicile, qui est aussi un essai randomisé contrôlé, qui est 3 mois de domicile complet, avec en plus l'arrivée de Johanna Calderon, qui est neuropsychologue et qui va rajouter une dimension neurocognitive à ce programme avec une intervention basée sur un logiciel qui s'appelle Cogmed et des entretiens neuropsychologiques, tout ça en visio. C'est du total domicile. Voilà. La deuxième évolution qu'on a faite, c'est que dans la première étude, on démarrait à 13 ans parce qu'on se disait c'est là qu'il y a le décrochage de la VO2. Et là, on s'est dit, finalement, on va démarrer encore plus tôt parce que peut-être que c'est plus facile de faire changer les comportements d'un enfant de 7-8 ans que d'un ado de 13-15 ans. Voilà. Et donc, on démarre encore plus tôt dans cette étude. Et quand elle démarrera, j'espère que vous allez tous dire à vos patients de rentrer dans le programme puisque c'est un magnifique programme qui est payé par l'Europe. C'est le premier programme de cardiologie qui est payé intégralement par un JCT Rare Disease. Donc, c'est un grant européen qui est assez prestigieux. Et donc, c'est pour nos malades que l'Europe a donné ce grant. Donc, il faudra qu'on joue le jeu et qu'on inclue bien. Mais je suis pas très inquiet puisqu'il y a une demande des patients de rentrer dans cette étude. Alors, attention, c'est randomisé. Donc, il y a un bras qui n'aura rien. Mais voilà, il y a tout un axe d'éducation thérapeutique dessus avec une plateforme où les patients se connecteront. Ils auront pour les enfants des dessins animés, pour les plus grands des fiches pathologie par pathologie, enfin voilà, sur un gros programme de TP. Et donc ce programme, il y aura au milieu cette plateforme digitale de téléconsultation et d'éducation thérapeutique. Et puis vous allez avoir 2 sessions d'activité physique adaptée, une en présentiel et une en distanciel. On va rajouter le côté ludique parce que le vélo, ça ennuie les enfants. Et donc il n'y aura pas 2 fois 1 heure de vélo, il y aura 2 fois 30 minutes de vélo et 2 fois 30 minutes d'activité physique adaptée qui sera vraiment individualisée. La boxe, le circuit training, tout ce qu'on veut, avec l'APA qui mettra ça en place. Et puis le programme neuropsychologique coordonné par nos amis neuropsychologues. Et puis comme vous avez vu que la moitié des enfants cancéreux avaient en rémission une VO2 très mauvaise, et ben on va faire la même chose chez les enfants guéris du cancer. Et donc voilà, donc en conclusion sur la réadaptation, si on veut donner un message simple, c'est que le déconditionnement à l'effort, j'ai un peu accentué sur ça, il n'y a pas que ça, mais c'est volontaire pour marquer un peu vos esprits. Le déconditionnement physique, c'est quelque chose de très fréquent dans les maladies chroniques de l'enfant et c'est probablement là-dessus qu'on peut agir dans les nouvelles interventions qu'on va mettre en place. C'est évidemment très intéressant pour designer des nouveaux protocoles de réhabilitation. Les 10 ans qui viennent, ça va être notre objectif de montrer le niveau de preuve au même niveau que ce que ça l'est dans l'insuffisance cardiaque de l'adulte. Je vous rappelle qu'un des meilleurs médicaments de l'insuffisance cardiaque de l'adulte, c'est certes peut-être le Lasix, mais c'est aussi énormément et beaucoup la réadaptation cardiaque et que c'est insuffisamment prescrit dans l'insuffisance cardiaque de l'adulte. Je sors un peu de mon sujet, mais les chiffres actuellement sont assez effroyables puisque les patients n'y vont pas ou très peu. Et donc, probablement, dans les années qui viennent, il va falloir mettre en place des nouveaux programmes qui sortent un peu de l'hôpital avec une dimension, il y a un terme très à la mode aujourd'hui, c'est le terme holistique. C'est une prise en charge vraiment globale du patient, de son entourage, avec des programmes d'éducation thérapeutique un peu modernes, des programmes d'exercice qui soient peut-être un peu moins standardisés sur l'intervalle training et peut-être sur de la haute intensité ou de l'activité physique adaptée avec un côté ludique, en particulier pour les jeunes. Sans oublier les technologies modernes, les jeux vidéo, les exergames, etc. C'est être pragmatique que de prescrire ce genre de choses à des jeunes. Les jeunes aiment le jeu vidéo, ils sont trop sédentaires avec le jeu vidéo. Eh bien, donnez-leur un jeu vidéo qui leur fait faire de l'activité physique. C'est ça les exergames. Et donc moi, je pense que c'est une des solutions, pas la seule, mais c'en est une. Et puis, la chose nouvelle quand même, qu'on a peut-être un peu laissé de côté, c'est la prise en charge de la santé mentale, même si dans les programmes de réadaptation, souvent, vous avez des psychologues. Hein, mais en tout cas, chez nos patients, c'est vraiment fondamental. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions sur la réadaptation cardiovasculaire, je suis à vous. Ou des commentaires, ou ce que vous voulez. Hein. Prends ton micro, comme ça peut-être... 15 ans. Vous commencez combien de temps post-op? 1 mois après, 6 semaines après?
Alors, en général, vraiment, ce patient-là, le ROS post-op, il a envie de rentrer chez lui. Dans la majorité des cas, il va plutôt bien. Et c'est vrai que je ne vais pas faire de la réadaptation post-opératoire immédiate chez ce patient parce qu'il n'en a pas un grand intérêt dans la majorité des cas à 15 ans. Aujourd'hui, tu l'as opéré de manière élective, il arrive, il n'est pas trop mal, sa FEVG est bonne, il n'a pas de suffisamment cardiaque, tu vois. Donc, celui-là, dans la majorité des cas, on va pas lui faire de la réadaptation post-opératoire immédiate. On le fera plus chez un adulte plus âgé, peut-être en surpoids, qui a des facteurs de risque cardiovasculaire, etc. Mais chez un ado, non. Après, dans la majorité, il n'y a pas de règle, hein, mais dans la majorité des cas, je m'adapte vraiment. Ce que je veux, c'est l'adhésion du malade. S'il me dit, on est au mois de mars, j'ai mon bac à passer au mois de juin, je peux pas avant, bah, on le fera 6 mois plus tard, en fait. C'est pas très grave. Hein. Il a jamais été démontré que le moment est si important que ça. Ce qu'il faut, c'est pas le lâcher et lui faire faire à un moment donné. Hein. Mais c'est vrai qu'une VO2 faite trop tôt après une chirurgie, si elle est mauvaise, tu sais pas trop quoi en dire parce que si tu la refais quelques mois plus tard, elle sera peut-être parfaite. Donc moi, je fais jamais de réadaptation chez un malade qui va bien. Hein. J'imagine que ton ROS va bien, que c'est une chirurgie élective. Ok, un VG un peu dilaté, sur une fuite ou voilà, mais rien de très grave. En général, moi, je fais une VO2 6 mois après et je le laisse tranquille et je vois si vraiment il n'a pas récupéré. Il est possible que ce malade récupère une VO2 qui soit parfaite et qui n'ait pas besoin de réadaptation. Dans la cohorte que je t'ai montrée, il n'y a que 20% de patients qui sont déconditionnés. 18. Enfin, c'est beaucoup, mais ça veut dire que la majorité des patients, finalement, sur tous les obstacles du cœur gauche, ils ont une VO2 assez bonne, en fait. Voilà. Donc, pas avant 3 mois, et moi, je le fais à 6 mois parce que le temps de tout organiser, le temps d'avoir l'adhésion du patient, puis surtout de ne pas faire une VO2 trop tôt, qui va être faussement anormale, en fait. C'est bon, pas d'autres questions sur Zoom non plus? S'il y a une question sur... Ouais, allez-y. Alors, je vais la lire pour Guillaume, il n'a pas de micro. Il n'y a aucune étude sur la réalisation d'un programme de réhabilitation avant la DCPT chez les patients avec un VU. Vous pensez que c'est difficilement réalisable chez les patients de cet âge-là ou qu'on n'a pas encore l'opportunité de faire une étude d'ampleur sur ces patients? Alors, attends, je vais bien. Avant le DCPT. Ah, c'est intéressant. Donc oui, à ma connaissance, il n'y a pas d'étude de vrai programme de réhabilitation avant des CPT. C'est hyper intéressant ce que tu proposes. Moi, j'aimerais déjà faire une étude sur tous les VU totalisés, en fait. Parce qu'en fait, tu sais que la totalisation, maintenant, elle se fait assez tôt. Et donc, ça va être difficile de mettre des enfants tout petits dans des programmes de réadaptation. Déjà qu'on a du mal à mettre les ados et pré-ados dans les centres de réadaptation. En fait, on manque de structure tout simplement pour mettre des petits parce que vous savez que la dérivation, entre la dérivation partielle et la dérivation totale, sont des enfants quand même assez jeunes. Donc, sur le plan intellectuel, c'est hyper intéressant ce que tu proposes parce qu'on pourrait peut-être s'imaginer qu'ils arrivent à la DCPT avec une meilleure fonction musculaire, une meilleure fonction respiratoire, je sais pas, enfin voilà. Sur le plan logistique, ça va être compliqué. Je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été mis en place parce que mettre un enfant de 3, 4, 5 ans dans un programme de réadaptation, vous avez vu maintenant les totalisations, on les fait à 4 ans, hein, 5 ans, enfin assez tôt quoi. Donc voilà. Donc fondamentalement intéressant, mais à ma connaissance jamais fait. En tout cas, avant de faire ça, je pense qu'il faut qu'on s'attelle à la réadaptation des enfants totalisés avec fenestration fermée, qui ont 70% de VO2 max et dont on voudrait éventuellement empêcher que la VO2 baisse trop vite. Voilà, ça, il faut qu'on le fasse avec un programme vraiment pour eux. Donc, il faut faire un CaliRehab VU. Et qu'est-ce qu'il faut faire chez eux? De la haute intensité? Oui, non. Du renforcement musculaire? Oui, non. Des exercices respiratoires, puisqu'il y a une étude là, de la Cochrane qui a montré que les exercices respiratoires, c'était bon. Voilà, donc on va commencer par la totalisation. Et après, on fera peut-être la partielle. Allez, ça va? On continue? On ne fait pas de pause, hein? Ça vous va? Hein, comme ça, vous finissez tôt?